Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de talk show pour parler ensemble en toute simplicité de santé mentale. Aujourd'hui, nous allons parler de reprographie avec Annabelle. Oui, on va pousser les portes d'un ESAT, donc un établissement et service d'aide par le travail, donc à l'ESAT Cotra. On va découvrir l'atelier reprographie, c'est tout ce qui est, c'est les techniques de reproduction de documents. Voilà. D'accord, très bien. Et toi, Stéphane, tu es allé dans une association qui s'appelle Pégase, donc j'imagine que ça va parler de chevaux. Exactement, c'est accolé à un centre équestre et on utilise le cheval comme médiateur pour les personnes atteintes de troubles mentaux et psychiques. Et d'accord, on va voir ça tout à l'heure. Et puis, on va parler aussi du trouble. Alors, je vais bien prendre ma feuille parce qu'il ne faut pas que je me trompe. Trouble du spectre autistique Asperger avec Mathieu Beaulieu qui est en visio avec nous. Salut Mathieu. Bonjour. Alors, c'est bien comme ça, on dit trouble du spectre autistique Asperger, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est un trouble du spectre de l'autisme et c'est le syndrome d'Asperger. Oui, Et on l'appelle ASPI aussi. oui, c'est ça, une personne porteuse du syndrome d'Asperger, on peut la qualifier d'ASPI. Je suis un ASPI. D'accord, oui, donc toi, tu es atteint de ce trouble-là. Oui. Et tu es venu, alors tu es venu pas vraiment, mais pour nous parler de ce livre, c'est l'histoire d'un Asperger. Alors oui, que tu es venu. Ben non, parce que tu es en visio. Est-ce que tu peux nous expliquer pour quelles raisons est-ce que ça t'a été difficile de venir jusqu'à nous sur ce plateau ? Alors ça a été difficile tout simplement parce que les déplacements, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'anxiogène et de stressant et je suis quelqu'un de... J'ai vraiment un trouble anxieux et je suis très sujet aux situations de stress. Donc, il faut s'imaginer qu'en fait, un simple repas de famille à quelques kilomètres de chez moi va déjà pouvoir me générer du stress et de l'anxiété et ça va avoir des répercussions sur mon organisme. Je vais avoir très très mal au ventre. Enfin, ça va être très très compliqué pour moi à gérer. Et donc, partir en vacances, même avec ma femme, c'est jamais très simple. Il arrive que ça se passe bien. Là, on est parti en week-end il y a quelques jours et ça s'est super bien passé. J'ai pas eu mal au ventre du tout, donc j'étais vraiment très content. Mais c'est pas c'est pas à chaque fois comme ça et donc c'est très compliqué de me déplacer parce que quand on se retrouve à être bloqué avec un mal de ventre, Oui. que ce soit dans les trains, dans les transports en commun, c'est ce qu'il y a de pire en fait. Donc c'est pour ça que je limite mes déplacements et ça reste difficile, quoi. Voilà. Bon, en tous les cas, on t'entend très bien, on te voit très bien, donc nous, ça nous convient, on s'adapte. Finalement, ça ne veut pas dire que c'est uniquement quand tu te déplaces vers des personnes que tu ne connais pas, parce que tu parles aussi d'un repas de famille, ça peut c'est pas parce que on se connaît pas en fait, c'est pas parce qu'on s'est jamais vu. Non, c'est ça, c'est vraiment tout ce qui va sortir un peu de ma routine quotidienne. Ça peut me déclencher des situations de stress et des troubles vraiment pas très sympathiques, quoi. Alors, comment est-ce que tu donnes une définition, toi, du trouble autiste Asperger ? En fait, je qualifie le syndrome d'Asperger de différence invisible. Pour moi, c'est la façon la plus simple de le qualifier. Je parle beaucoup de personnes atypiques et de différences invisibles parce qu'après, dès qu'on commence à employer des mots comme autisme, ça fait très peur, hein, dans la société, ça fait peur. Les gens sont vraiment arrêtés sur des clichés types. Et puis, il y a deux écoles, en fait, par rapport à ça. C'est il y a ceux qui vont dire, bah non, je sais ce que c'est qu'une personne autiste, toi tu parles, voilà, tu as une vie à peu près normale, donc t'es pas autiste. Et puis il y a ceux qui vont avoir très très peur et qui vont se dire, ouh là là, mais attention, faut faire super gaffe, et puis qui vont devenir presque méfiants avec nous parce qu'ils vont plus savoir comment agir avec nous, alors qu'en fait, ça change pas, le diagnostic ne change pas la personne que je suis, donc il n'y a pas de raison que les gens changent leurs habitudes aussi, quoi. Oui, Voilà. bien sûr. Mais alors, toi, tu as le syndrome Asperger. Et quelle est la différence finalement de ces différentes, alors je ne sais pas comment on peut dire, différentes, pas étapes, mais de ce trouble autistique? Il y a différentes façons de le nommer. Et toi, c'est Asperger. C'est ça, en fait, le spectre de l'autisme, c'est un spectre qui est très large. Ça va de l'autiste non-verbal à l'autiste Asperger, où d'apparence, on voit effectivement que ça paraît plus léger, on va dire. Après, la différence, c'est que le syndrome d'Asperger n'entraîne pas de retard mental.
Mais pour autant, c'est pas parce que j'ai accès à la parole que, ma vie est simple tous les jours. Donc voilà, c'est un peu, je sais pas si je réponds bien et si j'illustre un petit peu la question, mais en tout cas, enfin, c'est comme ça que je le vois, c'est que c'est un spectre très large, très diversifié, et il faut surtout pas se fier aux apparences en fait, parce que c'est pas parce qu'une personne ne parle pas et puis qu'elle se bascule sur elle-même qu'elle est retardée mentale. Non, ça ne veut pas dire du tout ça. Elle a peut-être des capacités, et après, c'est à nous aussi d'apprendre à aller les chercher et à faire développer le potentiel. En chaque individu en fait. Enfin, tout ça, c'est ce que j'ai appris depuis mon diagnostic, c'est qu'il faut vraiment apprendre à connaître les gens et à faire preuve de beaucoup plus de tolérance. Moi-même, par le passé, j'étais une personne qui manquait certainement de tolérance envers les autres. Et le fait d'avoir eu ce diagnostic, ça m'a fait me remettre en question et mon regard a changé sur beaucoup de choses. Et maintenant, quand je vois une personne qui peut paraître un peu bizarre, que je ne comprends pas au premier abord, je vais maintenant chercher un peu plus à creuser, à comprendre pourquoi la personne agit comme ça, parce qu'il y a toujours une explication, il y a toujours une raison, et je pense qu'il faut vraiment s'intéresser à l'humain tout simplement pour apprendre à mieux se connaître. Voilà. Alors quand tu dis quand tu as été diagnostiqué, parce que oui, il faut le préciser, ta particularité à toi, c'est que tu as été diagnostiqué Asperger à l'âge de 32 ans. Donc comment ça s'est passé réellement ? Alors, il faut savoir aussi que c'est pas rare, hein, je suis pas un cas isolé. Il y a beaucoup de personnes de mon âge qui sont diagnostiquées sur le tard, parce qu'on en parle maintenant beaucoup plus qu'auparavant. Et pour moi, comment ça s'est passé? Tout simplement, ma femme est coiffeuse à domicile à son compte, et elle rentre du travail un soir et elle me dit, ça y est, je sais ce que tu as. Tu as le syndrome d'Asperger. Et en fait, j'en avais jamais entendu parler, je savais même pas ce que c'était. Et donc, pourquoi est-ce qu'elle m'a dit ça en rentrant du travail? Parce qu'elle a vu une seule fois une cliente en fait qui avait un problème de coiffeuse, donc elle a demandé à ma femme de la dépanner. Donc elle a été à ce rendez-vous, et puis la cliente qu'elle ne connaissait absolument pas se confie un peu à ma femme, et elle lui dit voilà, j'ai mon mari et mon fils qui viennent d'être diagnostiqués autistes Asperger. Et donc ma femme, ça l'a interpellée, donc elle a posé des questions. Et quand elle a commencé à voir comment la femme décrivait son mari et son fils, elle a fait le rapprochement tout de suite avec moi, parce qu'ils avaient les mêmes particularités, les mêmes difficultés, que ce soit dans la gestion émotionnelle, dans la gestion des imprévus, dans les routines, et ils avaient aussi les mêmes centres d'intérêt que moi, parce que le syndrome d'Asperger se caractérise aussi par des centres d'intérêt spécifiques. Donc c'est des activités dans lesquelles on va s'investir sans compter, et parfois même jusqu'à s'user. Et ils avaient les mêmes activités que moi, que ce soit la musique, l'informatique, etc. Et donc c'est comme ça qu'elle a fait le rapprochement, voilà. Moi, j'imagine que c'est pas juste parce qu'elle a fait ce rapprochement-là que tout d'un coup ce diagnostic est tombé. J'imagine que tu as passé des tests, des bilans. Comment ça s'est déroulé ? Oui, j'ai passé des tests. Alors je reste volontairement très vague dans le livre. Je donne pas le nom des tests parce que il y a beaucoup de gens qui, avant de passer des tests, veulent connaître les tests, veulent savoir à quelle sauce ils vont être mangés, entre guillemets. Et je trouve que c'est pas la bonne façon de faire, parce que pour avoir vécu les tests, moi j'y suis allé, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Et j'ai découvert, et je pense que c'est la façon la plus honnête de faire ces tests, parce que si on commence à taper le nom du test sur Internet, ou des tests potentiels, on va voir les différents accessoires et on va commencer à pouvoir s'imaginer ce qui va se passer. Et donc, quelque part, je trouve que ça fausse un peu le résultat. Donc oui, j'ai passé des tests avec psychologues et psychiatres spécialisés en troubles du spectre de l'autisme et en haut potentiel intellectuel. Ce sont des tests qui se sont déroulés sur plusieurs séances. C'était extrêmement intense. Je conseille dans mon livre à ceux qui veulent se lancer dans cette démarche-là d'être bien épaulés et de le faire au bon moment, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils se sentent vraiment en bonne capacité physique et mentale, il ne faut pas qu'ils soient fatigués et tout, parce que c'est vraiment lourd à vivre, parce que on ne sait pas si on a bien répondu ou si on n'a pas bien répondu aux questions, parce qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse finalement, mais on a toujours ce besoin de savoir est-ce que j'ai bien répondu, est-ce que je suis dans le bon ou pas, et en fait on part des tests et on ne le sait pas. Voilà. Donc ça peut être très très frustrant à vivre, et donc il faut être bien épaulé, il faut avoir vraiment des proches qui soutiennent, parce qu'on a besoin de soutien durant ces épreuves-là.
Oui, mais vous avez raison de le préciser. Voilà, il ne faut pas faire n'importe quel test. En préparant cette émission, moi, je suis allée voir sur Internet les tests justement pour être diagnostiqué autiste. Et il y en a en fait sur Internet qu'on peut faire. Alors, je l'ai fait. Je l'ai fait. Et alors, moi, il a répondu que c'était totalement. Mes réponses étaient incohérentes et qu'il ne pouvait pas poser de diagnostic. Alors, est-ce que je dois m'inquiéter ou pas Est-ce que j'ai un autre trouble? Je ne sais pas, mais c'est vrai, vous avez raison, Mathieu, de le préciser, qu'il ne faut pas faire n'importe quoi et passer n'importe quel test. Il faut être voilà, accompagné de professionnels. Alors, une fois que vous avez été diagnostiqué, justement, qu'on vous a dit, bon, ben, monsieur Beaulieu, vous êtes autiste Asperger, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? En fait, la première chose, ça a été déjà de regarder ma vie en arrière et de comprendre beaucoup de choses. J'ai compris, en fait, je me suis refait tout le film de mon enfance sous le spectre je suis différent. Parce que jusqu'à maintenant, je savais que j'étais différent, mais je ne l'avais pas vraiment conscientisé et je ne savais pas ce que c'était que cette différence-là. Donc je subissais un peu la vie, je subissais les choses sans comprendre pourquoi je ressentais ça comme ça. Donc la première chose, ça a été déjà de faire un point sur moi, parce qu'il y a le diagnostic et après il faut quand même, je pense, travailler sur soi, avoir un suivi psy pour vraiment se réapproprier sa vie et remettre les choses un petit peu en ordre par rapport à ce qu'on pouvait subir par le passé, etc. Donc ça a été vraiment la première étape de refaire un point sur moi, de quelles sont mes limites, où est-ce que j'excelle, où est-ce qu'il faut que je travaille un peu plus mes lacunes, etc. Et le tout pour simplement vivre en harmonie. C'est le but en fait. Enfin moi, le diagnostic, c'est ce but-là, et c'est la chose que j'en tire, c'est je sais maintenant pourquoi je suis ainsi et j'ai des outils maintenant pour apprendre à me gérer, à gérer mes difficultés dans ma vie de tous les jours. C'est un soulagement en fait Ouais, finalement. C'est ce que j'avais demandé. Ça veut dire En que fait, c'est on a mis un mot sur le mot, les mots. Un mot sur le mot Exactement MAUX. Une expression. MAUX, c'est exactement ça. Et après, donc, justement, sur cette rétrospective de ta vie, il y a ce livre qui est sorti, c'est l'histoire d'un Asperger. Pourquoi ce titre d'ailleurs? Parce qu'au début, c'est l'histoire d'un mec et tu as barré mec pour mettre Asperger. Oui, alors l'histoire du titre, il y a beaucoup de gens qui me disent mais c'est pas Coluche ça? Mais je dis si, bien sûr, c'est volontaire parce que quand je me suis posé, je me revois encore au mois d'août 2018 quand je me suis posé avec mon ordi portable dans le jardin, j'étais sous un pommier et la première, je me suis dit j'ai envie d'écrire mon histoire parce qu'il n'y avait pas beaucoup déjà de livres témoignages. On trouve beaucoup de livres techniques écrits par des psychiatres et des psychologues, mais des livres vraiment de tous les jours, il n'y en a pas tant que ça. Donc j'ai dit j'ai envie de raconter mon histoire pour que ça puisse éclairer les gens, que ça puisse donner des billes et faire en sorte que des personnes puissent se trouver et apporter un éclairage aussi différent et à ma manière en fait. Donc, donc quand je me suis posé sous ce pommier, la première chose qui m'est venue, c'est, et d'ailleurs c'est le début de la préface du livre, c'est l'histoire d'un mec, normal, disait Coluche au début de son sketch. Et tout simplement parce que moi j'adore l'humour, j'adore Coluche, j'aime beaucoup ses sketchs. Quand j'étais enfant, mes parents avaient un tourne-disque et on avait des vinyles de sketchs de Coluche et je me les passais en boucle en fait parce que je trouvais ça tellement drôle. Donc le titre est venu de ça. Donc c'est l'histoire d'un mec et j'ai rayé mec et j'ai mis Asperger et du coup c'est l'histoire d'un Asperger. Et donc, on y retrouve dans ce livre plein d'anecdotes, donc depuis ta plus tendre enfance, même depuis ta naissance, mais ça, j'imagine qu'on te l'a raconté, que ce n'est pas toi qui avais ces souvenirs-là. Tu parles aussi de tes bonnes et tes mauvaises expériences à l'école, ton premier baiser, la rencontre avec ta femme. Et en fait, voilà, c'était le but, c'était en fait quoi? C'était d'expliquer qu'on aurait pu te diagnostiquer avant? Non, c'est pas forcément ça. Alors oui, je pense que ça aurait pu être décelé avant. Et mes parents aujourd'hui, quand je leur ai annoncé le diagnostic, eux aussi ont compris beaucoup de choses et eux ils disaient bah oui mais c'est normal, il est comme ça, voilà, il est comme ça. Et sans chercher à comprendre pourquoi j'étais comme ça, mais je leur jette pas la pierre. Hein. Et pourquoi je raconte ce premier baiser, la rencontre avec ma femme? Tout simplement parce que c'est des événements importants de ma vie. Enfin, un premier baiser, c'est vraiment... j'ai vécu ça vraiment... les personnes avec le syndrome d'Asperger vivent les choses vraiment de manière très très intense.
Et le premier baiser, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et je le raconte parce que c'était un peu atypique, parce que j'ai demandé à ma voisine d'en face, qui était ma confidente, de m'apprendre comment on faisait. Donc elle m'a donné vraiment, voilà, c'était très structuré, parce que je suis quelqu'un d'assez carré, d'assez structuré, donc c'était vraiment très formel et tout. Et puis je raconte comment j'ai perçu aussi ce premier baiser-là, avec les conséquences derrière, les sensations que ça m'a fait, parce que c'était vraiment très particulier. Donc voilà, c'est pour ça un peu que je décris tout ça, parce que c'est des choses qui, je pense, méritent d'être expliquées du point de vue de l'intérieur, on va dire, d'une personne atypique. Alors, il a été préfacé, ce livre, par une ancienne maîtresse d'école, Edwige, alors je vais réussir à dire son nom, hein, Pouillolon, ou Pouillon, C'est ça. Pouillolon. Oui. Pourquoi est-ce que tu lui as demandé d'écrire cette préface? C'était une maîtresse de primaire? Alors, Edwige, c'était ma prof de français au lycée professionnel quand j'étais en bac pro. Et pourquoi je suis revenu vers elle 13 ans après avoir quitté les bancs de l'école? Tout simplement parce que c'était une prof atypique, dans le sens où avec elle, on ne se sentait pas de lien hiérarchique. On sentait vraiment presque, on avait l'impression que c'était une amie. Bon, bien sûr, elle tenait les rênes et elle avait son autorité, mais elle était capable de nous sortir des vannes comme nous, on pouvait s'en sortir entre camarades. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment exceptionnel. Et je me sentais bien avec elle. Et c'est une personne assez franche et directe. Et moi, j'aime beaucoup les gens qui sont francs et directs, parce qu'au moins on sait ce qu'ils pensent. Et donc, je suis revenu vers elle parce que j'ai mon ami Damien, donc j'en parle dans mon livre, qui avait une amie qui elle-même avait un enfant qui était scolarisé donc avec cette même enseignante. Et donc, c'est comme ça que j'ai refait le lien aussi. Je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais pas lui demander à elle de corriger mon livre? Et donc, c'est comme ça que je l'ai recontactée. Et elle s'est prêtée au jeu bien volontiers. Donc, je la remercie beaucoup. Et du coup, depuis maintenant plus d'1 an qu'elle a corrigé le livre, on s'envoie régulièrement des messages. Et c'est vraiment, j'apprécie vraiment beaucoup d'échanger avec elle. Bon, je ne dévoile rien sur cette préface, mais elle est très drôle aussi, hein. On Ouais. est tout de suite baigné dans ce livre où on parle de choses très sérieuses, de ce trouble autistique. Donc, c'est vraiment quelque chose de sérieux, mais avec beaucoup de légèreté, hein, Mathieu, et beaucoup d'humour. Ça a été un petit peu ce fil rouge de tout ce livre, l'humour. Oui, c'est ça. Et on lit souvent sur Internet que les personnes porteuses du syndrome d'Asperger comprennent pas le second degré, ce qui est vrai, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas d'humour. Et moi, je vois, enfin, toutes les personnes autistes Asperger avec qui j'ai pu échanger, qu'est-ce qu'on rigole à chaque fois. C'est de l'humour très atypique, très particulier, mais on rigole beaucoup. Et donc c'est pour ça que le livre est baigné d'humour, parce que je suis quelqu'un qui j'aime bien faire des blagues, je suis tout le temps en train de dire des bêtises, et je suis tout le temps en train de tourner un peu aussi les situations un peu dramatiques, essayer de les tourner un peu à la dérision pour faire en sorte que ça soit moins pesant aussi, quoi. Voilà. Pour dédramatiser aussi. L'humour, souvent, on l'utilise Oui, pour c'est ça. en règle générale. Ouais, alors je sais que tu vas adhérer parce que Stéphane aussi aime beaucoup l'humour potache, comme Oui, tu tout à dis. fait. Je lis en page 165, rencontre avec ma femme. Avant de poursuivre mon récit avec la reprise de mes études, il me semble primordial d'introduire ma femme. Oups, écrit de cette manière, ça pourrait porter à confusion. Voilà. Mais je sais que toi, tu vas adorer J'adore ce de jeu de mots. genre d'humour. Et d'humour. Et c'est vrai que du coup, ce livre est très plaisant à lire. Un livre autoproduit. Qui l'a lu autour de toi? Mes parents, mes oncles et tantes, des collègues de travail, ma femme. Et beaucoup, en fait, quasiment tous mes proches l'ont lu. Et du coup, Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? globalement, les gens ont pensé, enfin, ont compris. En fait, comme moi, ils ont compris, ça a été un peu l'étincelle, la lumière qui s'allume. Mais oui, mais c'était ça, en fait, l'explication, c'était ça qui faisait qu'il y avait ce truc. Et après, il y a quelques personnes, mais c'est une minorité, qui refusent de croire que c'est vrai. Ça existe, hein, ça existe dans toutes les familles, ça n'existe pas que pour moi, hein. C'est justement le problème avec ce syndrome, c'est que comme c'est quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas mesurable pour le commun des mortels, eh ben, les gens se permettent de remettre en cause le diagnostic. Voilà. Une personne qui va avoir un cancer, elle va annoncer à ses proches, voilà, malheureusement, c'est très triste, mais j'ai un cancer. Personne va avoir l'idée de dire, t'es sûr, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as bien fait les bons tests? Est-ce que tu as vu un spécialiste? Enfin, on admet, voilà, avec fatalité quelque part.
ce diagnostic. Mais pour le syndrome d'Asperger, pour ce trouble autistique, eh bien, il y a toujours des gens qui se permettent de dire « Ouais, attends, il en fait un peu trop, il s'écoute trop. Il y a toujours… voilà, donc bon, ça, c'est des comportements minoritaires, mais ça existe malheureusement. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube où je parle un peu justement de comment annoncer son syndrome à ses proches. Et j'explique bien qu'on peut être confronté à ce genre de situation, de personnes qui refusent d'admettre ça. Parce que moi, j'y étais pas préparé en fait, et ça m'a mis une claque, clairement. Venant de certains proches, je m'attendais pas à avoir ce comportement-là et j'ai été choqué en fait. Mais donc voilà, donc il faut s'y attendre, malheureusement. Mais globalement, ça va, les gens ont compris. Justement, on va la regarder, cette petite vidéo. J'ai été la chercher, moi, parce que tu fais des vidéos YouTube, justement, dédiées aux personnes atteintes du trouble autistique. Et on a un petit court extrait à montrer à nos spectateurs, et comme ça, vous comprendrez. Bonjour à tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui s'adresse principalement aux personnes porteuses d'un TSA, donc qu'on appelle le syndrome d'Asperger, et qui souhaitent annoncer ce diagnostic à leurs proches, famille, amis ou travail. J'ai regroupé ça en 3 comportements types: évidence, culpabilité et scepticisme. Dans la famille, quand vous allez annoncer votre syndrome à vos proches, vous allez vous retrouver confronté à ces 3 réactions possibles. Oui. Eh bien voilà, écoute, je voulais te dire que j'étais autiste Asperger. Oh bah tu sais, ça me surprend pas, hein. T'as toujours été à l'écart, réservé, je suis pas surpris, tu sais. Hein. Vous allez également vous retrouver face à des gens qui vont éprouver de la culpabilité. Oui. Eh bien voilà, écoute, je voulais t'annoncer que j'étais autiste Asperger, c'est un trouble du spectre de l'autisme. Mais pourquoi j'ai rien vu? Depuis le temps que je te connais, j'aurais dû le voir. Oui, mais tu sais, faut pas… Oh, c'est pas vrai. Faut pas te mettre dans des états comme ça. Hein. Et enfin, vous allez vous retrouver à faire face aux personnes qui vont éprouver du scepticisme, voire qui vont même peut-être rejeter ce que vous êtes en train de leur dire. Et donc là, bah, ça peut faire mal si c'est des personnes forcément proches, ça peut vous blesser. Et donc ça peut malheureusement donner naissance à ce genre de situation. Eh bien écoute, tonton René, je voulais te dire que… Oui mon petit gars. J'étais autiste Asperger. De quoi? Autiste Asperger. C'est un trouble du spectre de l'autisme. Je t'ai vu grandir. Oui. J'ai jamais rien vu de tel. Sors net. Et il y a aussi malheureusement peut-être Tata Janine qui vous dira ça. Écoute, Tata Janine, je voulais te dire quelque chose d'important. Oui mon petit gars. Je suis porteur d'un trouble autistique qui s'appelle le syndrome d'Asperger. Mais tu l'avais pas avant cette maladie, toi? Si, Tata, mais en fait, c'est pas une maladie, mais je l'ai toujours eu. T'es pas malade? Ben si t'es pas malade, tout va bien, hein? Faut arrêter de te chercher comme ça des excuses. Faut se faire violence des fois, mon petit gars. Oh, mais laisse tomber, c'est pas grave. Ah oui, Mathieu, à suivre donc sur YouTube. Il y a à peu près un peu plus de 1000 abonnés qui te suivent. Oui, sur ma page Facebook, sur YouTube, je suis à 500. Après, je cours pas après les chiffres. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est vraiment de partager mon expérience et d'avoir des échanges en fait avec les gens. Enfin, moi, je vais pas dire que sur ma page Facebook, je connais les 1300 abonnés personnellement, mais j'ai échangé avec beaucoup d'entre eux et je connais un petit peu leur histoire. Et quand je peux aider, je les aide. Et si je peux pas, je les oriente vers qui de droit de toute façon. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'apporte une écoute attentive et sans jugement. Et les gens, ils ont besoin de ça aujourd'hui. Ils ont besoin de parler un petit peu de leurs difficultés, que ce soit parce qu'ils ont un enfant autiste ou qu'ils sont eux-mêmes porteurs du syndrome. Ils ont besoin de se confier, ils ont besoin de sentir qu'ils ne sont pas jugés. En fait, ça, je suis en capacité de leur apporter parce que je suis quelqu'un qui ne porte pas de jugement. Donc, voilà. Alors, tu expliques dans ton livre le moment où tu as annoncé à ton entreprise que tu avais ce syndrome Asperger. Comment est-ce que ça a été perçu ? Ça a été inattendu par rapport à ce que j'aurais pu espérer.
Donc pour résumer un petit peu l'histoire, moi je n'envisageais pas du tout de me lancer dans des démarches administratives pour demander des reconnaissances de handicap ou quoi que ce soit. Moi je ne voulais pas du tout entrer là-dedans. Et donc j'ai essayé de le faire sans ça, avec simplement une lettre d'une psychologue qui expliquait 2-3 petites choses à mettre en place pour m'aider dans mon quotidien professionnel. Et en fait, 6 mois après, il ne s'était rien passé. Donc une personne du service médical de la médecine du travail m'a dit si vous ne faites pas de reconnaissance en tant que qualité de travailleur handicapé, vous ne serez jamais pris au sérieux. Et comme ma situation n'évoluait pas, que ça se dégradait sur le plan professionnel, mon état de santé vraiment commençait à subir, et je suis rentré dans ces démarches-là. Et en fait, quelque part, quand on y rentre, après, j'ai le sentiment, et là je ne parle que de sentiment, qu'on est un petit peu catalogué. C'est vraiment triste, et je pense qu'on a beaucoup de travail à faire là-dessus pour déstéréotyper le handicap, qu'il soit visible ou invisible. Parce qu'en entreprise, quand j'ai annoncé mon syndrome avec ma situation de travailleur handicapé, je pensais que tout allait s'arranger, mais en fait, ça s'est dégradé encore plus qu'avant. Tout simplement, donc, on a fait intervenir une psychologue spécialisée qui a fait un collectif de sensibilisation pour expliquer le syndrome et les particularités qui m'étaient propres et comment faire pour bien travailler avec moi. Donc il y avait une 40aine de personnes ce jour-là dans la salle. J'étais présent parce que je voulais être présent, même si c'était, voilà, je tremblais de partout, hein, mais je voulais y être pour répondre aux questions de mes collègues. Parce que c'était mes collègues qui étaient dans la salle, la direction, médecine du travail, psychologue du travail, etc. Et donc la présentation s'est plutôt bien passée. Sauf que derrière, je me suis retrouvé dans une situation où l'entreprise a voulu me protéger. Et donc, plus personne ne me sollicitait pour travailler quasiment. Donc, et ça, moi, je l'ai mal vécu. Et j'en ai rediscuté avec mon apprenti et l'intérimaire qui était avec moi à l'époque. Et ils me disent, mais du jour au lendemain, on est passé d'une situation où ton téléphone, il sonnait toutes les 5 minutes. Le lendemain du collectif, plus personne t'appelait, quoi. Et ça, donc, ça m'a rassuré que eux le perçoivent aussi, parce que j'avais l'impression d'être fou. En fait, je me suis dit, mais je deviens fou, qu'est-ce qui se passe? Mais non, j'étais pas fou. J'ai même un collègue qui m'a dit, bah oui, dans certaines réunions, quand on dit, on aura besoin de Mathieu pour tel ou tel sujet, ah non, Mathieu, faut pas le déranger, faut le laisser tranquille. Et donc, en fait, j'ai fait un bore-out à la cause de ça, parce que je venais au travail et j'avais plus vraiment d'objectif. Je m'ennuyais terriblement et je comprenais pas pourquoi on me sollicitait plus. Et donc, j'ai été arrêté pendant 10 mois. Et donc, pendant ces 10 mois, j'ai pu finaliser l'écriture de mon livre, j'ai pu publier mon livre, mais ça a été très compliqué. Honnêtement, je suis tombé très très bas. J'ai eu plusieurs mois de grosse dépression. Je pensais jamais qu'un jour je pourrais tomber aussi bas. Et ça a été très compliqué pour m'en remettre. J'ai repris le travail au bout de 10 mois, donc en temps partiel thérapeutique. Et ma vision sur le monde du travail a complètement changé par rapport au passé. Et je pense que, enfin, moi, je l'avais dit, de toute façon, le Mathieu d'avant ne sera plus jamais le Mathieu de demain par rapport au monde du travail, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu peur, en fait. Ils ont eu peur. Vos collègues. Ils n'ont pas compris, oui. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas voulu comprendre. Ils ont fait un déni. Ils ne savaient pas vraiment ce qui s'est passé. Non, je pense qu'il y a un peu de tout. Il y a beaucoup de maladresse, hein. Honnêtement, on va pas leur jeter la pierre. C'est un sujet qui est très mal appréhendé encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, on voit que dans certaines grosses entreprises, c'est pas là où on est les plus forts d'ailleurs en termes d'accompagnement et d'adaptation de poste. Je pense qu'il y a eu une succession de maladresses. Il y a eu le côté on veut le protéger. Il y a eu le côté aussi parce qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui préfèrent privilégier leur protection, on va dire, juridique avant de penser au bien-être du salarié. Donc, quelque part, je me dis, est-ce qu'ils n'ont pas voulu se protéger eux en disant on va tout mettre en œuvre pour qu'ils soient tranquilles, machin, qu'ils ne nous fassent pas un burn-out ou je ne sais pas, parce qu'à l'époque, j'étais quand même assez surchargé. Donc, il y a eu une succession de maladresses. J'ai un peu le sentiment aussi de ne pas avoir toujours été bien compris, ça c'est sûr.
Et puis, il y a peut-être eu des décisions qui se sont prises, qui n'étaient pas partagées avec moi, ou j'ai le sentiment, moi, qu'on a voulu décider à ma place sur certaines choses aussi. Ouais. Comme si Alors tu n'étais que- plus en capacité, à partir du moment où on avait posé le diagnostic, comme si tu n'étais plus en capacité d'assumer certaines tâches que tu faisais pourtant avant. C'est ça, en fait. Ça a été un bouleversement. C'est clairement, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est comme ça que je le ressens encore aujourd'hui, même après avoir repris le travail. Il y a toujours des personnes qui, parce que mes fonctions sont claires, elles n'ont pas changé, moi, au travail, mais il y a toujours des personnes qui vont demander à ma responsable l'autorisation de me solliciter pour le travail pour lequel je viens. Ouais. Alors que pour Ça- moi, ça si je suis censé complexifie un travailler... peu tout, hein. Il y a Donc Stéphane je qui trouve- voulait te poser une question. Ouais, Mathieu, Oui. exposer finalement ton parcours au travers de ce livre et des réseaux sociaux, c'est une façon de démystifier justement le regard des autres. Tu parlais de tes collègues sur le syndrome que tu décris et que tu as. C'est ça. C'est le but. Enfin, moi, mon but, c'est d'en parler pour déstéréotyper, pour dire mais arrêtons d'avoir peur de la différence. Bah, Je parle dans mon livre sur ta chaîne YouTube, c'est ça aussi. Hein. C'est cet C'est exactement objectif-là, ça. C'est ça. Je parle dans mon livre de Charlotte, une amie que j'ai rencontrée au lycée qui est sourde. Et en fait, elle est confrontée aux mêmes difficultés que moi. C'est-à-dire que si elle ne fait pas l'effort d'aller vers les gens ne viennent pas vers elle par peur de la différence, justement. Ouais. Par méconnaissance donc, aussi. Et aussi méconnaissance, parce que les gens, ils savent pas comment faire, ils ont peur de mal faire, donc ils osent pas. Et il y a peut-être un peu de ça aussi dans toute cette histoire. Bon, sache-le, voilà, il existe au sein d'Œuvres Falleret eh bien, une formation qui s'appelle Alpha Psy, donc qui forme justement, sont des professionnels de la santé mentale qui se déplacent dans les entreprises pour former justement les managers, les patrons, etc., pour accueillir très sainement, en toute simplicité, eh bien, une personne atteinte d'un trouble, quel que soit le trouble. Pour toi, ton travail, c'était très important pour toi. Oui. J'ai vraiment, on va dire, j'ai sacrifié ma vie personnelle pendant des années pour mon travail parce que il y a un chapitre dans le livre qui s'appelle Mon métier, ma passion, tout simplement parce que je suis une personne je ne sais faire les choses que par passion. C'est-à-dire que si je dois faire quelque chose et que j'ai pas la flamme de la passion qui s'allume, je vais pas être capable de le faire ou alors je vais le bâcler, ça va être ni fait ni à faire. Et donc, je me suis vraiment beaucoup investi dans mon travail. J'ai vraiment donné beaucoup de ma personne. J'en ai fait plus que ce qui était attendu. J'ai apporté des innovations, des choses qui n'étaient pas dans mon scope d'activité. Et en fait, avec le recul, aujourd'hui, je me dis, ces choses-là, elles ont rendu service à plein de collègues. Mais au final, qu'est-ce que ça m'a apporté, moi, en termes d'évolution de carrière, etc. J'ai l'impression aujourd'hui, malheureusement, que je me suis plus mis en difficulté qu'autre chose par passion. Parce que j'avais envie de bien faire, j'avais envie de donner le meilleur de moi-même et je suis quelqu'un d'aidant. Donc, moi, juste pour recentrer, mon métier officiel, c'est support logiciel. Donc, je suis censé répondre à toutes les problématiques qui gravitent autour du logiciel principal de l'entreprise, le logiciel officiel, on va dire. Ça, c'est mon métier. Et en fait, moi, j'aime programmer. Je programme depuis que j'ai 7 ou 8 ans. Et donc, je voyais bien qu'il y avait des collègues qui avaient des besoins qui ne pourraient pas rentrer dans le contexte de ce gros logiciel officiel. Et donc, j'ai programmé des petits logiciels pour automatiser certaines tâches, pour vraiment fluidifier, etc. Il y a des postes où un travail qu'on mettait 5 heures pour faire, on est passé à 5 voire 8 minutes. Donc c'est vraiment, en termes de gains, c'était vraiment hyper important pour eux. Et donc moi, je vois tout de suite ces genres d'évolutions que je peux apporter, donc je le faisais. Mais en fait, je me suis rendu compte que malheureusement, au cours de ma triste histoire professionnelle, je me suis rendu compte que tout ce travail que je faisais en plus, personne n'en avait vraiment conscience et personne mesurait le temps que ça me prenait et l'énergie que ça me demandait pour le faire. Et c'est pour ça que le jour où j'ai dit il faut plus de moyens, il faut se restructurer, il faut mettre un service spécifique en place et mettre des bras en plus, personne n'a compris parce que pour eux, ils ne savaient pas que je faisais tout ça, quoi. Ouais, ils ne s'étaient pas rendu compte. On a Annabelle qui a rencontré aussi des travailleurs passionnés. C'est ça, on parlait d'adaptabilité, c'est ce que Mathieu disait au niveau du travail. En ESAT, donc en établissement et service d'aide par le travail, on adapte
le travail en fonction des travailleurs, en fonction de leurs capacités. Donc là, je suis allée dans un atelier de reprographie. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Effectivement, c'est logique, c'est la reproduction du dossier. Voilà. Des documents. Multiplie, des flyers, des cartes de visite, des livres, enfin bref. Donc, je suis allée rencontrer Jean-Luc, le directeur de l'atelier, et Marielle, qui m'a donné un petit cours de boudinage. Je vous avouerai que je suis nulle. Annabelle est nulle en boudinage, donc bon. Bah regardez, c'est tout. Aujourd'hui, je vous propose d'aller pousser les portes d'un atelier, la reprographie. Perso, je ne sais pas du tout ce que c'est, donc on y va. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Bah, merci de nous accueillir dans votre atelier. Et alors, Dommage. comme il oblige. Je vois qu'il y a plein de machines. Dites-nous tout. Alors ici, vous êtes dans l'atelier reprographie. Ça consiste notamment à imprimer. Et on imprime de la carte de visite jusqu'à l'affiche A3. D'accord. Et en fait, c'est qui vous demande ce genre de choses? Alors tout le monde, c'est-à-dire le particulier, les associations, les entreprises, et quelle que soit la quantité. Et pour ça, il faut des travailleurs, j'imagine. Vous êtes combien dans Donc nous sommes une équipe de 3 travailleurs. Quels sont les profils adaptés à ce genre de travail? Parce qu'il faut être concentré, il faut être minutieux, Il faut être concentré, parce qu'il faut savoir qu'on est l'atelier où on fait les choses les plus variées. On a rarement 2 choses complètement identiques. Il faut savoir bien se mettre sur une tâche, connaître un peu l'informatique quand même, parce que on travaille avec Windows et puis des fichiers. On va peut-être aller voir Marielle, là, qui a l'air d'être hyper concentrée. Oui, qu'on peut la déranger. Oui, bien sûr. Marielle? Oui. Oui, je voulais savoir, toi, ici, qu'est-ce que tu faisais exactement? Bon, je fais diverses impressions, des brochures avec boudinage. D'accord, tu nous montres? Boudinage, ah oui, d'accord. Okay. Voilà, une brochure boudinée. Les trouillottes, on fait des trous. Et avec une trouilloteuse, comment ça s'appelle? Avec une trouilloteuse. Une trouilloteuse. Voilà, on prend un dossier qu'on va boudiner, mais d'abord, il faut le trouilloter. Alors, attention, parce que parfois, la machine nous fait des farces. Oh la vache! Oh, elle envoie du pâté, Marielle. Elle m'a fait peur. Moi, je veux bien essayer. Ah oui, d'accord. D'accord. J'ai peur de te faire des mauvais trucs. Alors, C'est bien que tout soit au fond. Je vais me mettre debout quand je n'y arrive pas. oh la vache! Alors maintenant, eh ben voilà. Et là, donc normalement, là, il faut aller en arrière. Voilà. Et ici à l'ESAT, vous adaptez un petit peu le travail en fonction des capacités de chacun. Mais comment ça se passe au niveau de la répartition des tâches? On essaye de répondre au maximum aux besoins du client, quel que soit le niveau de difficulté, je ne m'interdis rien du tout. Et après, je distribue à chacun, notamment le travail par rapport à ce qu'ils savent ou ce qu'ils peuvent accomplir. Et si c'est très compliqué, nous, en tant que moniteurs, on est là aussi pour compenser, pour finaliser notamment le travail qui est très complexe et très technique, de telle manière à pouvoir donner le travail demandé par le client, donc normalement. C'est chouette parce que finalement, en même temps, tu es formé et en même temps, tu travailles. Parce que je suis arrivée là avec rien, aucune connaissance informatique. Et j'ai pris des notes, j'ai pris des notes, j'ai pris des notes. Et au début, j'apprenais par cœur et maintenant, je fais marcher ma logique. Ouais. Ça va mieux. Et je sais quand même utiliser beaucoup de logiciels informatiques. Un grand merci Marielle, grâce à toi, Je vous en prie. Je sais boudiner. Oui, bravo à vous. Et félicitations parce que tu as une main de Popeye. Voilà, je vais te laisser à ton travail parce qu'apparemment, il y a pas mal de choses à faire. Jean-Luc, je vous la laisse. Merci beaucoup. T'as progressé quand même en boudinage. Ah oui, non, mais attends, je sais trouilloter. Enfin, non, mais la machine, elle est vachement Marielle. Oui, c'est vrai qu'elle elle y va vraiment. Bon. Donc, cet atelier, il est génial, il est très spécifique. Donc, chaque personne a un rôle vraiment différent. Il va y avoir il y a une des travailleuses qui est une ancienne infographiste, pardon, qui, elle, va créer un petit peu tous les logos et tout ça. Marielle, elle va être plus dans le côté papier, imprimerie, manuel. Et il y en a un autre aussi qui fait pareil. Donc, je vous conseille d'aller commander vos dossiers là-bas parce que c'est fait vraiment avec attention. Ils y prennent du plaisir et je trouve que c'est 2 en 1. On fait à la fois une bonne action et à la fois c'est bien fait. Donc, je trouve ça très bien. C'est le genre
choses à faire. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Mathieu, de ce genre d'ESAT qui propose justement à des personnes en situation de souffrance psychique d'intégrer un travail de cette façon-là? Je trouve ça vraiment très bien et ce qui est vraiment remarquable, c'est l'accompagnement et l'adaptation de l'environnement de travail à la personne. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a du mal dans le monde professionnel à faire, c'est d'adapter les postes en fonction de chaque situation. Et pour en revenir du coup au syndrome d'Asperger, parce que c'est ma situation et du coup là-dessus je sais ce qu'il en est, c'est très compliqué d'obtenir des aménagements parce que il est plus facile aujourd'hui d'avoir un salarié en situation de handicap qui est en handicap physique en fait, puisque moi je le vois dans mon entreprise, hein, on a une personne qui est en fauteuil roulant. On a payé une porte automatique comme dans les magasins là, pour que ça s'ouvre tout seul quand il va dans son bureau. On a mis une rampe au mur pour qu'il puisse se soulever de sa chaise. Et puis derrière, ça y est, on a financé ça et puis on est tranquille. Sauf qu'avec une personne qui a un handicap psychique, c'est complètement différent. Un handicap invisible, c'est vraiment différent parce qu'il faut aussi que l'entreprise, quelque part, se remette en question sur ses processus, sur ses schémas de communication, sur son organisation. Et là, c'est extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, moi, depuis 2018, où j'ai été diagnostiqué, aujourd'hui, et ça c'est mon ressenti encore, pour moi, on n'a pas encore trouvé de fonctionnement et on n'a pas vraiment mis de choses en place concrètes pour repenser l'organisation en fonction de mes particularités et de mes difficultés. Oui, alors, on parle de handicap invisible et justement Stéphane, on en parlait pendant le sujet, il avait une question très importante à te poser parce que invisible, c'est le terme. C'est ça qui est complexe en fait. Quand on parle avec toi, quand on échange, franchement, on ne fait pas de différence. Par exemple, au travail, dans les choses assez simples, et là c'est propre à ma situation, attention, et c'est là aussi l'erreur à ne pas commettre, il ne faut jamais généraliser des situations. Là, moi j'ai mes besoins spécifiques, mais mes difficultés à moi ne sont pas celles d'une autre personne autiste Asperger, et donc il n'y a pas de règle universelle, et c'est là aussi où ça rajoute une couche de complications pour les employeurs, puisqu'en fait c'est vraiment du sur-mesure à chaque fois. Dans mon cas par exemple, ce qui serait très simple à mettre en place, c'est de passer une consigne en expliquant aux gens que ce serait mieux de me solliciter par email plutôt que par téléphone ou de débarquer dans mon bureau. C'est des choses très simples, mais réellement, il n'y a jamais eu de consigne de passer par rapport à ça. Alors après, on me dit oui, mais tout le monde n'est pas à l'aise avec les emails, les gens préfèrent téléphoner, et je le comprends parfaitement, sauf que moi, c'est le contraire. Donc à un moment donné, moi, pendant des années, je suis dans cette entreprise depuis 2009, j'ai toujours mis de côté un peu mes difficultés, et ça me coûte énormément en énergie, et je suis éreinté quand je rentre le soir. Donc à un moment donné, il faut aussi que l'entreprise comprenne qu'elle doit mettre des petites choses en place. Donc ça, c'est la première chose. Il y a aussi des choses toutes simples dans mon cas à moi, c'est mettre en place des points focaux. C'est-à-dire que je suis support logiciel et potentiellement, je peux être sollicité par une centaine de personnes, par une centaine d'utilisateurs. Donc je ne suis pas sollicité 100 fois par jour. Mais à une époque où j'étais vraiment très sollicité, je pouvais être sollicité peut-être 20, 25, 30 fois par jour par 20 personnes différentes. Et là, ça devient très compliqué pour moi à gérer. Donc j'avais demandé à mettre en place des points focaux, c'est-à-dire des personnes cibles avec qui je suis à l'aise pour travailler dans chaque secteur. Et ces personnes-là, leur rôle, ce serait de collecter les problématiques du secteur et de les faire converger vers moi tout simplement pour que moi, je n'ai plus qu'un seul interlocuteur. Et ça a pu se mettre en place naturellement dans un secteur de l'usine avec une personne que je connais très bien. Et quand j'ai dit, ça s'est mis en place naturellement dans ce secteur-là, il faut le déployer à tous les secteurs, on m'a dit, mais non, c'est pas possible, ça demande trop de moyens. Mais j'ai dit, moi, je suis quelqu'un de très logique et j'aime pas tout ce qui est illogique. Et pour moi, c'est illogique de dire ça, puisque ça s'est fait naturellement, ça n'a rien coûté. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le transposer dans d'autres secteurs? Pour moi, c'est qu'une question de volonté. Donc ça, c'est des petites choses simples. Et après, qu'est-ce qui change? Donc pour répondre à la question de Stéphane, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui fait que je suis différent dans ma vie de tous les jours? C'est à ma femme qu'il faudrait demander, mais en tous les cas, depuis le premier jour où on a vécu ensemble,
elle a vu tout de suite que j'étais différent et quasiment dès les premiers jours, elle m'a dit « mais tu as un comportement d'autiste ». Et elle le disait sans vraiment savoir ce que c'était qu'un autiste, mais elle le disait tout simplement parce que je suis quelqu'un de très routinier, d'extrêmement impliqué dans mes activités, donc j'ai beaucoup de loisirs et c'est presque vital en fait. Je ne veux pas dire que c'est une drogue, mais c'est vital, c'est-à-dire que mon exutoire, ça va être ses intérêts spécifiques. Ça peut être le tricot, le travail manuel, le bricolage, les jeux vidéo ou la programmation, mais c'est des choses vraiment essentielles auxquelles j'ai besoin de consacrer du temps parce que si je ne le fais pas, je deviens fou tout simplement parce que ça fait partie de mon équilibre. J'ai besoin de me concentrer sur des choses qui me passionnent parce que si je ne le fais pas, je peux vite mal tomber, faire de la dépression et vraiment être irritable aussi. Et aussi, j'ai beaucoup de mal, donc j'y arrive beaucoup plus maintenant, 3 ans après le diagnostic, mais j'ai beaucoup de mal à gérer les émotions. Donc, c'est-à-dire que le moindre grain de sable dans ma journée, ça va me mettre en colère, des colères vraiment complètement démesurées et qui peuvent paraître irrationnelles pour une personne qui verrait ça pour la première fois et se dirait mais il a vraiment un star lui, c'est pas possible. Et donc c'est vraiment tout est démesuré en fait. Tout est fois 1000 à chaque fois, que ce soit les colères, que ce soit la tristesse, quelles que soient les émotions. C'est ça qui définit spécifiquement les troubles autistiques. Et là, Asperger, c'est vraiment que c'est fois 1000, et peut-être 10 000. Et c'est les angoisses, et d'où voilà, le fait que tu ne sois pas avec nous aujourd'hui, si j'ai bien compris. C'est exactement ça. Tout est amplifié, tout est multiplié. Et c'est aussi valable sur le plan émotionnel que les ressentis, mais il y a aussi l'aspect après sensoriel avec, chez certains, ça va être les odeurs. Moi, c'est le bruit, je suis hypersensible au bruit. J'ai beaucoup de mal je ne peux pas travailler s'il y a du bruit autour, s'il y a des gens qui discutent dans des bureaux ou dans le couloir, je ne peux plus me concentrer. Et donc, il y a plein de particularités et en fait, on perçoit tout à la puissance 1000. Donc, on peut vite être envahi. Donc, moi, je suis dans un bureau où les gens ils disent « t'es au calme ». Et en fait, moi, j'entends toujours du bruit, donc j'ai des boules caisses et de temps en temps, je les mets parce que j'ai besoin vraiment de couper les sons pour m'isoler parce que si je le fais pas, je sais que ça va m'épuiser et ça va me vider ma batterie pour le reste de la journée. Donc aujourd'hui, c'est ce que je recherche, c'est vraiment de m'économiser le plus possible pour que quand je rentre le soir chez moi, il me reste encore suffisamment d'énergie pour passer des moments avec ma femme et m'occuper un petit peu de la maison, etc. Chose que par le passé, c'était impossible pour moi à faire puisque je rentrais du travail à 18 h et je me couchais. Et après, je mangeais et je me recouchais. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai dit stop, quoi. Donc, tu parlais de ces éléments pour décompresser. Tu parlais du tricot. Dans ton livre, tu en parles pas mal du tricot avec ta maman. C'était un moment privilégié que tu passais avec ta maman. Et je reviens sur la petite vidéo YouTube qu'on a vue tout à l'heure avec Tata Janine, qui a donc un tricot sur la tête et puis qui est en train de tricoter. C'est toi qui les as confectionnés ? Alors le tricot sur la tête, je suis pas sûr que ce soit moi qui l'ai fait parce que je vois plus lequel c'est. Par contre, celui que j'ai dans les mains, oui, il est toujours pas fini. C'est un pull que je fais en fait, je tricote pour ma femme principalement. La chance. Vachement bien. Des fois, je sais qu'un jour j'ai une amie de ma belle-mère qui m'a dit tiens, tu pourrais pas, elle voudrait un gilet comme ça machin. Donc bon, j'y ai fait un gilet, donc elle a payé la laine, moi j'y ai fait le gilet, mais ça m'occupe. C'est vraiment des choses qui permettent de couper un peu mes pensées parce que j'ai aussi beaucoup de ruminations et ça tourne en boucle, Donc quand je me plonge dans quelque chose comme ça, je suis concentré uniquement sur une seule tâche et je pense plus à rien et c'est ce que je recherche aussi. Et est-ce que tu fais du sport ? Non. Je suis pas un sportif, j'aime pas le sport en fait. Alors j'ai essayé de faire de la course à pied, j'allais courir 6 ou 7 km, je me donnais à fond, mais en fait non, le mental, on va dire que le sport c'est pas mon truc à moi. Le mental décroche jamais en fait, donc non, je suis pas un sportif du tout. Et est-ce que tu connais les chevaux ? Parce que je fais le sport, parce qu'évidemment l'équitation, c'est un sport. Hein, et c'est pour venir à la chronique de Stéphane qui va nous parler d'équitation adaptée. Et oui, puisque je suis allé à Vihu en Sala, au cœur de la Savoie, à quelques kilomètres de la Suisse, rencontrer l'association Pégase qui a été créée par Véronique Rizet il y a plus de 20 ans pour s'occuper des personnes en situation de handicap psychique et mental. On va voir le sujet, on en parle juste après. J'étais dépressive et que le cheval est venu m'aider.
Et du coup... Ce qui était bon pour vous pouvait l'être pour les autres. Voilà, vous avez développé c'est un transfert en fait. Ouais. Et du coup, vous avez développé plusieurs activités pour les personnes en situation de handicap. Alors au départ, il fallait déjà que je me forme. Donc moi j'étais infirmière, il fallait que je me forme au cheval, donc que j'apprenne à monter et que j'apprenne comment on faisait les séances. Donc j'ai fait la formation de la Fédération nationale handi-cheval. J'ai eu un premier élève atteint d'autisme qui est... c'est lui qui m'a tout appris, enfin c'est sa maman qui m'a appris l'autisme. Avec les frères et sœurs d'enfants en situation de handicap, qui sont aussi également eux-mêmes un peu en souffrance, parce que c'est quand même un événement important pour la famille, un enfant en situation de handicap. Et créer le Poney Club pour ses frères et sœurs, c'était aussi quelque chose qui m'importait parce que tout le monde peut se ils retrouver avaient au même besoin, endroit. Ouais. et puis les parents aussi peuvent monter. Hein. Par exemple, avec ce jeune qui est maintenant au Poney Club, il réussissait à faire du dressage, il réussissait à faire de l'obstacle avec sa ponette, sans qu'on comprenne exactement qui faisait quoi dans le duo, mais ça fonctionnait à merveille. Moi, je peux en dire que du bien des chevaux. Annabelle aussi, d'ailleurs. Ah bah oui, c'est vraiment un moyen pour rentrer en contact avec le monde, finalement. Exactement, c'est ce que les gens disent, hein, c'est que c'est grâce à ces canaux sensoriels très développés, c'est un véritable miroir, en fait, pour les personnes qui le côtoient, le cheval. Et c'est comme ça qu'il est utilisé. Alors, il ne faut pas confondre l'équithérapie et l'équicie. L'équicie, c'est ce qui est développé au sein de cette association. L'équicie, c'est... voilà, je vais le dire comme ça, on ne se trompe pas, il faut être précis. Elle n'a pas vocation, cette activité, de soins au sens médical du terme. C'est un complément, c'est un moyen d'aider quelqu'un à s'aider lui-même. Et donc, on l'a vu, moi, là, effectivement, dans ce reportage que vous pourrez retrouver sur la chaîne, il y a différents profils. Il y a des personnes qui sont atteintes de troubles psychiques ou de handicap moteur qui peuvent venir pratiquer ça. Et l'idée, c'est de faire des progrès, de pousser à faire des progrès au travers de cette activité, au travers du rapport avec le cheval. Le cheval a un rôle de médiateur. Dans l'équithérapie, ce qui est différent, puisque beaucoup de gens entendent parler de ça, c'est que le cheval est pleinement intégré à la thérapie qui est développée avec la personne atteinte de handicap psychique, mental. Là, ce n'est pas le cas. Ici, c'était de l'équicie. C'est une façon d'aider les gens à s'épanouir. Moi, j'ai vu des groupes d'adultes qu'on n'a malheureusement pas pu filmer, mais qui s'épanouissaient juste en s'occupant du cheval, en le préparant avant de le monter. Et ça, c'est fantastique, quoi. Même ce qui est fantastique, souvent, on voit les gens pour se calmer, que ce soit en équithérapie ou en équicie, ils englobent le cheval comme ça, ils écoutent. Parce que quand le cheval, il gonfle son ventre, il ferme, c'est vraiment, c'est concret, c'est très gros et il y a un souffle chaud qui sort et c'est vraiment, c'est entier, quoi. C'est une sensation. Et ce qui a été fort dans la démarche de Véronique Rizet, c'est d'être capable de penser aussi aux aidants, aux accompagnants et à l'entourage proche. Elle le dit. Ouais. Les frères et sœurs de ceux qui sont atteints de troubles, les parents peuvent aussi venir pratiquer. Donc, son association est accolée à un centre d'équitation. C'est un centre d'équitation. Donc, tout le monde peut venir partager une activité, faire cette activité. Les enfants qui sont, par exemple, atteints de troubles sont mêlés aux autres enfants au moment des cours, des activités. Donc, il n'y a pas de différence. Ouais, c'est inclusif. Et voilà, et c'est très sain, c'est très humain et c'est vraiment un beau lieu, une belle démarche. C'est drôle de dire un beau lieu avec Mathieu Beaulieu. Bah oui, c'est fait exprès. Mais moi, j'aurais bien aimé te voir à cheval quand même. Non, moi, j'ai pas... Il a brossé, il a fait un petit poney. En revanche, j'ai vu des adultes brosser les chevaux, rire, se faire marcher, se prendre un coup de sabot par le cheval parce que le cheval trouvait que... met une limite. Voilà, mettait une limite. Et c'est extraordinaire de voir ce rapport-là. Moi, je conseille à tous ceux qui cherchent des moyens de dépasser certains troubles. Pourquoi pas de s'intéresser à ce type d'activité? Ça peut être une solution. Le cheval comme médiateur, ça peut être une belle solution. Toi, tu as déjà été près des animaux, Mathieu. Est-ce que c'est quelque chose qui te tente?
Oui, j'ai beaucoup d'affection pour les animaux et j'ai plus de liens avec les animaux. Enfin, j'ai plus d'affinité avec les animaux qu'avec certains humains, on va dire. Oui. Mais le cheval, oui, je connais le cheval parce que j'ai eu l'occasion d'en faire quelques fois, même plusieurs fois. C'est un animal qui est impressionnant en fait la première fois, et je pense que là où il aide vraiment, c'est qu'il permet vraiment aux personnes de prendre confiance en elles, puisque petit à petit on franchit nos peurs en fait. Et c'est ça, je pense, qui aide vraiment les gens, c'est de se dépasser soi et de se dire mais je suis capable de le faire, et d'apprendre à connaître l'animal, c'est vraiment bien. Et enfin moi j'ai beaucoup de respect pour Véronique qui a créé cette association et ce centre, Véronique, parce que ouais, je trouve ça bien parce qu'elle part de son expérience personnelle et elle le développe et elle le partage, et je trouve ça tellement bien d'avoir osé le faire, c'est vraiment bien. Et toi, il y a un truc que tu as osé faire, alors que pourtant un autiste Asperger, on pourrait que c'est quelque chose de difficile, mais plusieurs fois tu es monté sur scène avec ta guitare, avec ta cousine pour donner des concerts. Et d'ailleurs, dans ton livre, on retrouve des QR codes. Moi, j'en ai pris quelques-uns. Je ne les ai pas tous faits parce qu'il y en a quand même pas mal. Et on découvre effectivement un peu ton parcours en tant que musicien, mais aussi en tant que chanteur. J'ai entendu la parodie justement de la chanson Le chanteur de Daniel Balavoine. Pour quelle raison est-ce que tu as intégré justement ces QR codes pour pouvoir visiter un petit peu ta vie concrètement en images et en son? Ben, l'envie de partager, tout simplement, en fait, l'envie de partager ces moments, de dire rien n'est impossible aussi, et parce que c'est pas parce qu'on a un trouble autistique qu'on n'est pas capable de faire du théâtre ou de faire de la chanson. On a des difficultés, mais on peut toujours repousser nos limites en fait. Donc c'est un peu l'idée. Puis c'était oui, partager. Puis et ça me semblait intéressant de le faire. Voilà. Alors toi, Annabelle, tu donnes des cours, des formations pour des autistes dans l'audiovisuel. Ouais. En fait, je leur apprends à parler à la caméra. Parce que c'est un regard différent. Parce que en fait, quand on se parle, on se voit. Mais quand tu parles à une caméra, tu ne sais pas où regarder, tu ne sais pas comment te mettre, tu n'as pas de retour. Donc voilà. Et ils appréhendent aussi le regard d'eux-mêmes. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'ils vont se voir à la caméra. C'est un regard assez impressionnant des fois. Donc ça l'est pour tout le monde en fait. Oui, c'est une difficulté supplémentaire quand on est autiste. Bah oui, parce qu'il y a aussi le problème du langage. C'est-à-dire que souvent, c'est que comme dit Mathieu, chaque autiste a ses symptômes. Son profil, on va dire, ses symptômes. Et notamment, le langage en fait partie. Et s'écouter parler, c'est quelque chose de... Oui, entendre sa voix. C'est aussi un apprentissage. Il y en a qui n'aiment pas du tout leur voix et qui vont apprendre à s'aimer, apprendre à aimer son visuel. Et de là, ils vont prendre confiance, ils vont plus s'exprimer, ils vont être plus à l'aise aussi. En public, pour dire bonjour aussi, pour des choses comme ça. Ouais. Et toi, du coup, Mathieu, avec tes vidéos YouTube, tu as réussi à passer ce cap et à appréhender le fait de te voir et de t'entendre? Oui, oui. Alors, le fait de m'entendre, je l'ai appréhendé depuis très longtemps, parce que dès que j'ai commencé à chanter... alors d'ailleurs, pour l'anecdote, je chantais faux comme une gamelle. Mes parents me disent « mais tu chantais mal ». Et quand j'ai commencé à faire de la musique et à apprendre le solfège, petit à petit, j'ai appris à chanter un peu plus juste. Voilà, je ne chante pas à la perfection, mais je chante à peu près juste aujourd'hui. Parce que j'ai appris, en fait, il y en a qui l'ont de manière innée. Moi, j'ai appris à chanter juste grâce à la musique, le conservatoire, etc. Et donc, en même temps que j'ai commencé à chanter, j'ai commencé aussi, parce que je suis geek sur les bords, j'ai toujours été un geek, j'ai commencé à faire des enregistrements à la maison avec du micro, une table de mixage pour m'enregistrer, la guitare, la voix, etc. Et donc j'ai été confronté très tôt au fait de m'entendre. Mais je me souviens qu'au début, effectivement, on n'aime pas sa voix, et personne n'aime sa voix. La première fois qu'il s'entend, il se disent « oh là là, mais c'est pas vrai, je parle pas comme ça, dites-moi que je parle pas comme ça ». Mais si, c'est comme ça. Et après, l'image, je suis moins, ça me gêne moins. Je pense qu'au bout de 30 ans de vie, on finit par s'habituer aussi
à son reflet dans le miroir, mais voilà. Bon, merci infiniment. Il y a vos 2 chroniques, Annabelle et Stéphane, qui sont à retrouver dans leur intégralité, parce qu'on n'a mis que les courts extraits aujourd'hui, mais qui sont à retrouver sur la chaîne bdmt.tv dans leur intégralité, où donc on retrouve la reprographie avec donc Jean-Luc et Marielle. Et puis on retrouve aussi l'association Pégase dans son intégralité. Et puis vous pouvez retrouver évidemment le livre de Mathieu Beaulieu, c'est l'histoire d'un Asperger, donc diagnostiqué à l'âge de 32 ans. Vous allez voir, c'est plein d'humour, mais c'est riche de plein de choses. Je pense à des anecdotes comme le lacet à l'école, où tu étais focalisé sur l'apprentissage pour faire du lacet. Mais il y a plein d'anecdotes sur ce retour de ton enfance, où effectivement on comprend les difficultés auxquelles tu as dû être confronté. Merci infiniment, Mathieu. Merci à vous. Et puis on se dit à très bientôt pour d'autres interviews, ici, avec d'autres chroniques, avec Annabelle et Stéphane, dans Talk Show, pour être tous optimistes et confiants. À bientôt.